News. Visite de Goodluck Ebele Jonathan, médiateur de la CEDEAO au Mali. Les détails dans un instant sur cette visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des activités de la transition et qui intervient quelques jours après la présentation des résolutions des Assises nationales de la refondation de l'État au président en exercice de l'organisation ouest-africaine. Sur le plan sanitaire, grève au CHU Gabriel Touré. Le mouvement est suivi, mais le service minimum reste assuré par les agents de santé. Au Nigeria, la police sauve près de 100 victimes d'enlèvement. Le développement du sujet à retrouver dans la page internationale. Vous êtes sur Joliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Dans le cadre du suivi des activités de la transition, Goodluck Ebele Jonathan, médiateur de la CEDEAO au Mali, est arrivé ce mercredi 5 janvier 2021 en début d'après-midi à la tête d'une forte délégation. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le compte rendu avec nos reporters Aminata Traoré et Moussa Tembini. Appreciate your effectiveness. First, let us use this opportunity. Premièrement, laissez-moi vous féliciter pour votre mobilisation et permettez aussi qu'au nom des chefs d'État de la CEDEAO, que je puisse évidemment transmettre à la population malienne des vœux de nouvel an. Mais comme vous le savez, nous avons été ici en novembre dernier et nous avions dit que nous devions revenir en janvier. En même temps, vous savez également qu'au niveau du pays, il y a eu pas mal d'activités, notamment les assises nationales qui ont été organisées. Et notre rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre d'un débriefing auprès des autorités de la transition, parce qu'il était question pour nous de comprendre ce qui s'est passé et d'entendre leur version, ce qui nous permettrait évidemment par la suite de faire un débriefing au niveau des chefs d'État de la CEDEAO. Comme vous le savez, nous aurons une réunion dimanche, un sommet dimanche prochain, au cours de laquelle nos chefs d'État pourront se prononcer. Heads of states. That is why we're here, and we're happy that we're here. We came to meet the transitional president so that the officials should properly brief us. Nous ne sommes pas venus avec un message particulier, mais comme vous le savez, il y a eu des discussions en cours et notre objectif aujourd'hui, c'était d'avoir un débriefing de la part des autorités de la transition, ce qui nous permettrait évidemment à notre tour de faire un débriefing au niveau des chefs d'État et de gouvernement. I think that is what we can tell you now. Sur un tout autre plan, le comité syndical du CHU Gabriel Touré a déclenché ce lundi 3 janvier 2022 une grève de 96 heures. Quelles sont les raisons de cette cessation de travail? Aïssata Traoré et El Hadji Malik Guiteye sont allés à la rencontre de Jimé Kanté, secrétaire général adjoint, porte-parole du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Au CHU Gabriel Touré, le torchon ne cesse de brûler depuis un moment entre le comité du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille et les autorités en charge de la santé, créant ainsi une situation délétère au sein de l'hôpital. La pomme de discorde tourne autour d'un certain nombre de points de revendication. C'est une grève qui s'articule autour de 4 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'avènement d'une bonne gouvernance hospitalière. C'est là où nous parlons de transparence dans la gestion et de pas mal de choses. Il y a un deuxième axe qui s'articule autour de l'amélioration des conditions d'accueil des soins et d'hospitalisation. Les conditions hygiéniques de l'hôpital sont déplorables, des salles d'hospitalisation puantes, un accueil qui laisse à désirer. Et nous avons quand même revendiqué un certain nombre de choses qui, de notre point de vue, si on trouvait satisfaction, ça allait beaucoup soulager la population malienne et en premier, nous qui sommes les usagers, les travailleurs de l'hôpital. Le troisième axe tourne autour du respect des engagements pris. Depuis plusieurs années, Gabriel Touré était dans les revendications actives. Des PV de conciliation sont établis, mais quand il s'agit de leur application, ça pose problème, alors que ce n'est pas de la mer à boire, en tout cas de notre point de vue. Le quatrième axe, le plus important, consiste à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel.
Ces mouvements de grève, selon le secrétaire adjoint, n'est pas une volonté affichée des membres du syndicat. Ce n'est pas de gaieté de cœur, dit-il, qu'un agent de santé arrête de travailler. Il est le résultat du mépris total des autorités à leur égard, à la limite une injustice, déplore-t-il. Ce qui se passe à Gabriel Touré est une injustice. Ça ne s'était jamais produit au Mali et je pense que nous sommes les seuls travailleurs qui souffront de cette injustice-là. À titre d'exemple, je vous parlerai du cas du personnel bi-appartenant. Depuis 2 ans pour certains, ils courent derrière des primes. Et ces primes de fonction spéciale ont été prélevées, ont été coupées de leur salaire. Et ça ne s'est passé qu'au seul CHU Gabriel Touré. Il y a des travailleurs qui sont payés par l'hôpital, qu'on appelle des contractuels payés sur fonds propres, qui également, depuis 10 mois, attendaient leur salaire. Heureusement que des solutions ont été trouvées. En tout cas, certains ont été soulagés. Mais là, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter pour un syndicat. En tout état de cause, le bras de fer continue et les syndicalistes sont déterminés à aller au bout de leur lutte. Toutefois, ils se disent ouverts au dialogue avec les autorités. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, HCIM, Ousmane Cherif Madan Haïdara, était devant les hommes de médias ce mercredi 5 janvier 2022. L'objectif était d'informer le public malien de l'organisation à Bamako d'un forum régional sur la paix et la cohésion sociale. Ce forum, qui doit se tenir du 15 au 16 janvier, va regrouper des participants de 14 autres pays de la sous-région, en plus du Mali. Écoutons Makiba, le président de la commission d'organisation de ce forum. Il est au micro de El Hadji Malik Guitei. C'est pour informer la presse nationale comme internationale de tenir de ce grand forum, Inch'Allah, le 15 janvier, à Bamako, qui va regrouper tous les pays voisins du Mali, un peu de la sous-région, les fêtières islamiques des pays de la sous-région. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina, du Tchad, de la Mauritanie, pour parler de la paix et la stabilité. C'est entre uniquement les leaders religieux musulmans, c'est pour parler, diagnostiquer les problèmes qui se passent maintenant dans notre sous-région, l'insécurité, l'extrémisme violent, le terrorisme. Il faut parler à ça, trouver une solution islamique à tous ces problèmes-là. Formuler des recommandations après les forums pour les autorités politiques administratives de la sous-région. Et mettre en place une coordination des différents fêtières islamiques de la sous-région. Bon, après la cérémonie d'ouverture, qui c'était Inch'Allah au palais des sports, il y aura on a une commission scientifique qui a travaillé sur les thématiques. Il y aura des éminents conférenciers venant du Sénégal, de Mauritanie, de la sous-région, plus les grands érudits du Mali, qui vont parler de l'islam et la paix, la stabilité, et techniques de médiation dans les viseurs de l'islam. Il y a beaucoup de thèmes qui concernent la sous-région en ce moment très difficile. Mais on va analyser toutes ces thématiques-là sur la vision de l'islam. Et enfin, formuler des recommandations pour proposer ça à nos autorités politiques. L'interprofession de la filière riz au Mali, en collaboration avec ses partenaires, a initié la 4e édition de la Journée nationale du riz ce jeudi 6 janvier 2022 au mémorial Modibo Keïta. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère du Développement rural et du maire de la commune 3 du district de Bamako. Le compte-rendu avec Oumou Makalou et Ibrahima Guindo. Pour la 4e édition de la Journée nationale du riz, placée sous le thème « Les perspectives de la filière riz dans un contexte d'insécurité et de changement climatique », les travaux ont mis en évidence l'importance croissante de la filière riz dans la sécurité alimentaire et l'économie de notre pays. Cette Journée nationale du riz, 4e du genre, s'inscrit dans le cadre de la volonté politique engagée pour le progrès et la croissance de notre pays. C'est pourquoi il faut noter que la filière riz au Mali a connu ces derniers temps une ascension fulgurante, classant d'autres pays deuxième producteur de riz après le Nigeria avec une production record de 3 millions de tonnes. Ce résultat probant enregistré est le fruit des efforts consentis par le gouvernement, les partenaires techniques et surtout vous les acteurs infatigables qui n'ont ménagé aucun effort
pour le développement de la riziculture au Mali. Pour le représentant du ministre du Développement rural, les crises multidimensionnelles que traverse le pays et la pandémie ont eu des effets plus ou moins destructeurs sur la production agricole. Les crises multidimensionnelles ont affecté la majorité du territoire malien, ainsi que les zones de production agricole, notamment celle du riz. À cette crise due à l'insécurité s'ajoute la pandémie de la Covid-19 qui a occasionné des effets néfastes sur l'importation des intrants dont le prix est de plus en plus à la hausse. Dans le souci d'inverser cette tendance négative, le gouvernement du Mali s'attelle et s'évertue à apporter une solution idoine pouvant permettre désormais aux producteurs de travailler en toute quiétude. Le président de l'interprofession de la filière riz rappelle que le Mali occupe une très importante place dans la production du riz en Afrique de l'Ouest. La journée, c'est pour avoir plus de visibilité sur la riziculture au Mali. Le Mali a une place très importante dans la riziculture en Afrique de l'Ouest et le riz occupe une place de choix dans la sécurité alimentaire aussi pour le riz. Et le riz, ça fait environ 3 millions de tonnes. 3 millions de tonnes, imaginez un peu. Si il faut attirer l'attention des autorités là-dessus pour qu'il y ait une intelligence entre les professions, les acteurs professionnels de la filière et l'administration, c'est surtout ça. Retenons que plus d'une soixantaine de participants de divers secteurs, producteurs, etc. ont animé plusieurs activités par des expositions de produits au niveau des stands. Cette série d'activités a permis aux participants de présenter un portrait général de la riziculture dans notre pays. Les chutes Murchison, tel est l'intitulé de l'image du jour. Les chutes Murchison ou chutes Kabarega sont des chutes d'eau sur le Nil en Ouganda, entre le lac Kyoga et le lac Albert. Le fleuve d'un débit de 300 mètres cubes par seconde en moyenne force son chemin à travers un passage large de 7 mètres avant de chuter de 43 mètres. Samuel Becker nomma les chutes en hommage à Roderick Murchison, président de la Royal Geographical Society. Elles ont ensuite donné leur nom au parc national qui les entoure. Sous le régime d'Idi Amin Dada, elles furent rebaptisées Chutes Kabarega en hommage au roi Bunyoro Kabarega, mais aucune loi ni décret ne fut promulgué. Le site reprit le nom de Chutes Murchison après la chute d'Idi Amin. Elles sont logées dans le parc national de Murchison qui se trouve au nord-ouest de Kampala dans la partie septentrionale de la vallée du Rift albertine, au point de rencontre des immenses plaines du pays Akoli et de l'escarpement massif de Bunyoro. Sa première mention remonte à 1862 à l'issue du voyage des explorateurs européens James Grant et John Speke. Samuel Becker et Florence Becker ont ensuite mené une expédition plus approfondie dans la région en 1863-1864 dans le cadre de leur quête sur la source du Nil. Ils ont été les premiers à découvrir les puissantes cascades et les ont appelées Murchison Falls pour faire honneur au président de la Royal Geographical Society, Sir Roderick Murchison. Maintenant, suivons le récit de l'actualité hors de nos frontières avec Fanta Diarra. Les forces de sécurité nigériennes ont sauvé une centaine de victimes d'enlèvement détenues pendant près de 2 mois dans des cachettes en forêt dans le nord-ouest du pays. Mohamedou Djika, victime d'enlèvement. Ils nous donnaient un repas par jour, pas toujours à la même heure et parfois la nourriture n'était pas suffisante. J'ai passé 38 jours en captivité, a déclaré à nos confrères de la presse. Les 4 personnes traduites en justice pour avoir participé au déboulonnage de la statue du marchand d'esclaves Edward Colston lors d'une manifestation en 2020 à Bristol réagissent après avoir été relaxés par la justice britannique. Ryan Graham, relaxé dans l'affaire de la statue boulonnée de Bristol.
J'ai essayé de préparer quelque chose pour ce moment. Je suis tellement bouleversée parce que je ne pensais pas que nous en arriverions là. Et maintenant nous y sommes. Nous voulons juste dire merci à tant de gens parce que nous n'avons jamais été seuls sur ce chemin. Nous avons été tellement soutenus. Nous sommes qu'une petite partie de tout ça. Vraiment. Sage Wulugbi, relaxé dans l'affaire de la statue de boulonnais de Bristol. Nous n'avons pas changé l'histoire. Nous l'avons rectifiée. Et c'est une victoire pour Bristol. C'est une victoire pour l'égalité raciale et c'est une victoire pour tous ceux qui veulent être de bon côté de l'histoire. Merci à tous. Vous êtes tous incroyables. Gants levés devant son visage, Bouchra Al-Adjar saute-t-il sur le ring avant de décrocher un coup de poing à son adversaire dans la ville-centre de Najaf et ailleurs en Irak. Les femmes pratiquent désormais la boxe mettant KO, préjugés et tabous dans un pays largement conservateur où les normes sociales sont encore plus strictes. Bouchra Al-Jahar, boxeuse et entraîneuse sportive. J'ai certainement rencontré de nombreuses difficultés au début de ma carrière d'entraîneuse sportive. Lorsque j'ai commencé à entraîner des femmes, beaucoup de gens avaient des réserves et des préjugés, dénonçant l'ouverture de salles de sport à Najaf comme une ville conservatrice. Mais là, ça va mieux. Il y a de nombreuses salles de sport et de piscines à Najaf qui connaît actuellement un grand développement. À la maison, j'ai une salle d'entraînement complète avec tapis et grâce à Dieu, ma famille et mes enfants me soutiennent. Nous appelons le ministère de la Jeunesse et des Sports à soutenir les centres sportifs en général et nous demandons aux universités de fournir davantage de salles de boxe, notamment pour les femmes. Ola Mustafa, boxeuse. Nous vivons dans une société machiste qui combat la réussite de la femme. Progressivement, les gens commencent à accepter que les femmes fassent de la boxe. Plusieurs filles tentent d'y s'y mettre. Automatiquement, la société va accepter. Majid Al-Sadi, entraîneur de boxe. Espérons que le sport ne se limitera pas aux hommes. Les femmes, tout comme les hommes, peuvent exceller dans ce sport. Nous demandons à nos frères dans la province d'encourager les femmes à pratiquer ce sport. Nous sommes dans une société tribale où il y a des sensibilités. Par exemple, l'entraîneur, il ne peut pas vraiment les entraîner à l'intérieur du centre sportif. Elles seront forcément harcelées. Sport Cannes en vue des derniers réglages avant de rejoindre le Cameroun pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali se préparent à Djeddah. Yves Bissouma a signé son grand retour en dernière position. Amadou Tolo explique. Après 3 ans d'absence, Yves Bissouma signe son grand retour avec la sélection nationale du Mali. Le milieu de terrain de Brighton a rejoint les Aigles du Mali le mercredi soir à Djeddah. Cela est dû au fait qu'il devrait prendre part au dernier match de son club, Brighton, en Angleterre. Le groupe du Mali est désormais au grand complet puisque Bissouma était le seul joueur convoqué, manquant encore à l'appel du sélectionneur Mohamed Magashouba. En stage de préparation à Djeddah depuis plus d'une semaine, l'équipe du Mali se rendra au Cameroun le 7 janvier. Logés dans le groupe F, les Aigles entreront en liste face à la Tunisie le mercredi 12 janvier avant d'affronter respectivement la Gambie le dimanche 16 janvier et la Mauritanie le jeudi 20 janvier 2022. Par ailleurs, une fausse information aurait circulé selon laquelle l'équipe nationale du Mali a été battue par son homologue du Malawi 0-2 lors d'un match amical de préparation pour la CAN 2021. Il faut noter que ces informations sont fausses puisque les Aigles du Mali en préparation à Djeddah depuis plus d'une semaine n'ont livré la moindre rencontre amicale. Celle qui était prévue hier mercredi entre le Mali et la Côte d'Ivoire a été finalement annulée suite à la découverte de 9 cas de Covid-19 au sein des éléphants. Les Aigles version Magashouba est au grand complet pour la CAN. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour la Coupe d'Afrique.
Et c'est ainsi que s'achève ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Et prenez soin de vous. Joliba Evening News.